Alors bonjour et bienvenue au 38e épisode de Board Game Duel, un podcast sur les jeux de société où des jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec Vince. Et vous l'avez peut-être entendu, mais j'ai pas dit deux jeux, mais des jeux, parce que aujourd'hui c'est un épisode spécial. On a une invitée. Bonjour Marion. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Donc Marion de la chaîne Je vous explique les règles, qui a gracieusement accepté notre invitation. Eh bien, merci de m'avoir invitée en fait. Je suis ravie de faire partie de cette émission pour ce numéro spécial. Moi, je suis à l'origine de la chaîne YouTube, comme tu le disais, je vous explique les règles, où je fais des vidéos uniquement en animation, donc il n'y a pas mes mains, pas mon visage, d'explication de règles de jeu. Ouais, puis je trouve ta qualité de production est vraiment sublime là, c'est avec les animations puis tout, c'est vraiment clair, ça met l'emphase sur qu'est-ce que t'expliques, on voit les cartes qui apparaissent puis qui se déplacent puis les composantes de jeu là, c'est moi je trouve que c'est plus facile d'apprendre avec ça qu'avec une personne qui parle en avant de sa table là. Ouais, bah c'était un peu mon parti pris aussi parce que parfois également, tu sais, quand il y a des close-ups sur les tables de jeu, il y a des cuts dans les plans, puis la mise en place a changé, on comprend pas trop pourquoi, puis moi j'essaie vraiment d'éviter ça. En tout cas, normalement, il y en a pas dans mes vidéos, tout est un fil conducteur logique en fait, du début à la fin, donc c'était vraiment mon objectif. C'est très bien réussi. Merci. Donc aujourd'hui notre thématique, on est maintenant en février déjà. La poussière est retombée, donc on va faire un retour sur l'année 2022. Sauf qu'au lieu de faire un top X comme tout le monde fait partout, on a décidé qu'on allait essayer une nouvelle formule. On va faire un draft de collection. Donc chacun de nous trois va repêcher 4 jeux parus en 2022. Et après, ça va être à vous de décider qui a la meilleure collection de 4. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, comme le veut notre tradition, on va faire un retour sur notre duel de l'an dernier. Et donc, l'an dernier, on était dans les jeux à 2. Et moi, de mon côté, j'avais parlé du jeu Innovation, qui est un petit jeu de cartes, thématique civilisation, dans lequel on va bâtir le tableau de notre civilisation. On va partir de l'Antiquité, on va se rendre jusqu'à l'ère moderne. On va jouer des cartes qui vont avoir différents icônes, qui vont nous permettre de faire différents pouvoirs, puis j'aime beaucoup décrire ce jeu-là comme du chaos contrôlé, parce que notre tableau va être tout le temps en train de changer. Les cartes ont des pouvoirs vraiment cassés, on va pouvoir vraiment être dans la face de notre adversaire, y enlever des cartes, les mettre dans notre pile de score, puis tout ça, puis ça va être une course à être le premier à avoir 6 achievements. Puis il y a différentes façons d'obtenir ces achievements-là. C'est un jeu qui, les premières fois que tu joues, tu te dis c'est rien que du hasard, il y a rien à faire, mais avec l'expérience, tu peux vraiment bien surfer sur la vague puis tirer ton épingle du jeu. Puis toi, Vincent, de ton côté? Moi, de mon côté, j'avais défendu le jeu Acrotyrie. Donc, c'est un jeu assez simple. Chaque joueur vient de l'île d'Acrotyrie. Puis il doit aller chercher des temples, puis aller collecter des ressources pour ensuite les vendre à un marché. En trouvant des temples, on va faire des points. Plus le temple est à un endroit spécifique puis complexe à trouver, plus il va nous valoir des points. Puis à mesure qu'on avance dans la partie, en trouvant des temples, on obtient des pouvoirs supplémentaires, des déplacements de plus, des actions de plus. Puis on progresse comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la carte se construit à mesure qu'on joue, parce qu'à chacun des tours, on va placer une tuile sur lequel il va y avoir un élément, ça peut être une montagne, une forêt, de l'eau. Puis ça, c'est un peu ce qui guide où vont apparaître les temples. Parce qu'après ça, sur nos cartes, il va falloir trouver un temple qui est en haut ou en bas d'une montagne, à gauche d'une
d'une forêt. Puis il faut essayer de construire la carte de sorte qu'on puisse trouver les temples qu'on a piochés. C'est ça, c'est un jeu assez simple en termes de mécanique. Ça peut être quand même un petit casse-tête selon avec qui on joue. C'est beau de voir le plateau qui s'agrandit. J'aime bien aussi le petit aspect économie dans le jeu, parce qu'on a un pool limité de chacune des ressources qu'on peut collecter puis vendre. Puis plus cette ressource-là est présente sur le plateau, plus elle vaut cher. Fait on peut jouer avec un peu avec l'économie pour pouvoir maximiser nos ventes de ressources. Puis on a notre petit bateau sur lequel on embarque nos cubes. Là. Moi, je trouve ça bien cute. Puis c'est ça. C'était Accro Thierry. C'est un jeu encore que j'aime beaucoup puis que j'aime rejouer quand ça donne. Ouais, mais j'ai oublié de mentionner qu'innovation, mais je joue encore pas mal souvent sur Board Game Arena. C'est même ma place préférée pour y jouer parce que tu sais souvent faut que tu comptes le nombre d'icônes que t'as dans ton tableau, puis sur BGA ben ça se fait tout seul. Là. Fait que t'as juste à regarder le décompte il est rendu où. Tu fais pas d'erreur. Donc Marion, pour ce duel-là, toi tu serais-tu hashtag Team Sam ou hashtag Team Vince? Je serais plus hashtag Team Sam parce que je suis pas très attirée par les placements de tuiles. Ah, désolé Vince. Oh, je suis vexée, là. Je suis désolée. Mais je suis ouverte à tout essayer. Alors, je connais aucun des deux jeux. J'ai regardé un peu. C'est sûr que moi, quand on me parle de cartes, de construction, etc., je vais plus aller vers ça. Donc, voilà. Désolée Vince. Hashtag Team Sam. Yes. Puis, toi, ton jeu préféré à deux, ça serait quoi? Oh, j'en ai une multitude. Par contre, le tout premier que j'ai utilisé vraiment beaucoup, ça serait les Cités perdues. Oui. Pareil, le jeu de cartes avec des pistes d'exploration à avancer, mais dans le fond, c'est des cartes avec uniquement des numéros, il y a des couleurs, puis il faut parier pour faire plus de points que son adversaire en posant les cartes. Mais bien sûr, l'adversaire a des cartes en main qu'il va garder exprès pour t'embêter, que tu puisses pas faire la meilleure suite de numéros, etc. Donc, c'est super simple, mais je pense que c'est un des tout premiers jeux en duel que j'ai eu, et il m'a suivi absolument partout, dans tous mes déplacements, toutes mes vacances, toutes mes sorties de bar. Donc c'est celui qui a peut-être la valeur sentimentale la plus forte pour moi. Un excellent choix. Ouais, j'ai toujours eu de la misère à... Tu sais, t'as de la misère à te jeter pour dire, OK, je vais me lancer dans cette couleur-là, parce que tu sais que ça peut donner des points négatifs, tu sais, j'aime ce dilemme-là aussi, c'est un bon jeu. Ouais, c'est un jeu que souvent tu voudrais passer ton tour, mais tu peux pas, là. Ouais, où tu mets furtivement une carte au milieu en espérant pouvoir la récupérer après. Ou mettre les cartes paris puis te retrouver qu'avec des cartes paris qui ne font que des multiplicateurs de points négatifs. Ouais. Non, c'est une bonne chose. Il est disponible aussi sur Board Game Arena si jamais parmi ceux qui nous écoutent aimeraient essayer le jeu. Oui, c'est super bien fait là. Ouais. Good. Donc, assez pour le passé. Passons au présent maintenant. Donc, à quoi est-ce que vous avez joué récemment? On peut commencer peut-être avec Marion, vu que c'est notre invité. Récemment, j'ai essayé Till et Tom, un bon gros jeu euro où il y a énormément de choses à faire. Donc, ça va être dur de le décrire en 2-3 mots, mais il y a une panoplie d'actions possibles, de choix cruciaux à faire. Ça va se passer essentiellement le début de tour avec un choix de dés qui va nous donner une action possible, mais selon où on en sera aussi dans la partie, ça peut déclencher une continuité de combos assez incroyable. Et voilà, comme d'habitude, c'est celui qui fera le plus de points en fin de partie qui va remporter. Mais les parties sont assez longues, donc assez longues. Entre 60 et 90 minutes, là, selon le nombre de joueurs. Donc ça laisse quand même le temps d'installer sa stratégie. Je trouve que les points, on peut être vite distancé, mais on peut vite le rattraper aussi. Donc c'est super intéressant, et jusqu'à la fin, on sait pas trop qui va gagner. Donc j'ai vraiment apprécié mon expérience. C'est dans celui-là, je crois que quand tu prends ton dé, tu vas avoir un certain nombre de points d'action, puis un certain nombre de ressources, puis là, plus t'as de ressources, moins t'as d'action, et vice-versa. Oui. Ouais, moi je l'ai pas essayé encore, mais je pense que ça serait dans mes cordes, là. J'aimerais bien avoir l'occasion. Toi, Vince, tu l'as pas essayé non plus? Non, je l'ai pas essayé, puis ça avait l'air quand même intense. T'as plusieurs trucs à gérer.
Puis t'as les déplacements sur la carte, t'as un festival aussi qu'il faut que t'essayes de profiter pour pouvoir faire des points. En tout cas, il avait l'air pas mal intéressant. Puis ça donne qu'il est sorti en 2022. Oh, on peut peut-être en reparler plus tard. Mais je pense que au Québec, il est arrivé fin d'année, il me semble. Mais je pense qu'on en entend parler que depuis vraiment le début de l'année. J'ai comme l'impression que qu'il a été pris dans la vague de sortie de fin d'année et que voilà. Du coup, il est un peu mêlé avec les autres, mais honnêtement, il faut lui donner sa chance. Effectivement, il a l'air un peu touffu avec beaucoup de choses à faire, mais c'est super intéressant. Enfin, en tout cas, pour les gens qui ont un esprit un peu stratégique, qui aiment un peu entrevoir qu'est-ce qui va se passer, prévoir, ça c'est vraiment un bon jeu. Cool. Donc, c'était Tiletum ou Tiletum? Tiletum, c'est une ville en France, en fait. Ah oui. Bon, je vais me coucher moins niaiseux à soir. J'avoue qu'il m'a séduit parce que il y a Strasbourg dedans et c'est ma ville natale, alors forcément j'étais conquise immédiatement. Et la première chose que j'ai faite, je pense, c'est d'aller mettre une maison à Strasbourg et ensuite j'ai continué ma game. Ouais, j'attends encore le jeu qui va avoir Bécomo dedans. C'est un mot à faire passer au créateur. Ouais, c'est ça. C'est dit maintenant. Si vous faites ça, vous allez avoir une bonne review de Board Game Duel. Good. Puis toi, de ton côté, Vincent? Moi, ça va être drôle, parce que j'ai une confession à faire. Je n'avais jamais joué aux Aventuriers du Rail. Mais jamais. Puis il y a quelques semaines, j'ai joué aux Aventuriers du Rail Europe. Tout le monde connaît les Aventuriers du Rail, à part moi, finalement. C'est ce que je suis au courant de ça. Mais je vais quand même en parler. Juste pour baisser les attentes, là, parce que on a un invité, puis elle va peut-être penser qu'elle va pouvoir me battre, mais il faut que je mette un niveau, là. Fait que donc j'ai joué aux Aventuriers du Rail Europe. Donc c'est comme tous les autres jeux de la série. On doit relier des villes avec des trains. On a une main carte qui représente des couleurs de wagons. Puis ces couleurs-là, dans le fond, représentent aussi les lignes de train qui relient les villes. On a des contrats de villes à relier, puis on doit jouer nos cartes pour pouvoir faire le trajet. Là, tout ça, on sait qu'on a les autres joueurs qui s'ajoutent à ça, qui ont aussi leur trajet. On peut jouer de façon un peu plus, tannante, là, parce qu'on peut bloquer les autres avec nos propres wagons. Dans l'édition Europe, on a aussi les gares qui nous permettent de sauter par-dessus les opposants pour justement limiter l'effet qu'on peut être bloqué. Puis l'idée, c'est un peu de réussir à combler nos contrats. Puis chaque contrat qu'on réussit pas à compléter finit par être des points négatifs. Fait que c'est ça. Je dirais pas plus de choses comme ça. C'est assez simple comme jeu. J'ai aimé mon expérience. J'ai trouvé que c'était beaucoup de hasard. C'est un jeu familial. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas un gros jeu lourd, là. Je pense que tu peux amener ça à pas mal n'importe qui. Il va trouver ça un peu intéressant. Moi, de mon côté, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de chance avec les couleurs, puis les contrats, puis tout ça. Puis c'est ça. Je l'ai essayé sur le tard. C'était correct. Moi, je trouve que c'est comme un classique parce que tout le monde quasiment connaît de nom. Moi, je l'ai redécouvert cette année aussi parce que j'y avais joué il y a très 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 longtemps. Je sais pas si j'avais joué avec les mauvaises personnes, mais la partie avait peut-être été très longue, puis j'en gardais pas un souvenir extraordinaire. Mais finalement, c'est vrai qu'il joue avec tout genre de public, quel que soit l'âge aussi, parce que c'est vrai qu'il y a les nouvelles versions. J'ai par exemple essayé la version Halloween là, qui est sortie cette année. Et même en tant qu'adulte, on retrouve des similitudes avec le board game classique, puis c'est pas inintéressant. Donc je trouve que c'est une collection qui va vraiment avec plein de tranches d'âge, avec toutes sortes de publics. Les gens, curieusement, malgré l'aspect que ça a l'air d'être un vieux jeu un peu classique comme ça, comparé à d'autres qui sont beaucoup plus colorés maintenant, ben je sais pas pourquoi, mais quelque part, moi en tout cas quand je joue avec des novices, ils vont plus aller vers ça parce que ça appelle un peu comme un jeu familial où on avait l'habitude de jouer plus jeune, etc. Donc ça passe vraiment bien, moi je trouve. Il y a pas énormément de stratégie, énormément de choses, mais moi je trouve que c'est toujours un bon moment, en tout cas avec les personnes avec qui j'ai joué. Ouais, puis de mémoire, c'est pas trop long non plus, là. 45 minutes, puis ça va être terminé là, la plupart du temps. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, là. C'est un des premiers jeux plus modernes que j'avais essayé à l'époque, là, mais
J'y ai pas replongé depuis. Ça reste un classique. Il y a pas ça les Evergreen là, qui sont toujours populaires année après année puis qui continuent de se vendre. Là. Fait que il y a quand même des raisons pour ça. Là. Ouais, puis les petites versions aussi un peu raccourcies, New York, San Francisco, etc. Pour les personnes qui sont un peu plus impressionnées sur les parties même à 45 minutes. Parfois, c'est pas fait pour tout le monde. Ben, il faut savoir que les plus petites boîtes se jouent entre 15 et 30 minutes, honnêtement. Puis qu'il y a des règles un tout petit peu qui diffèrent entre chaque boîte. L'idée est toujours la même, hein, mais ça fait du coup un petit jeu facile à sortir, même. C'est ça, tout public aussi. Puis à l'inverse, ceux qui tripent sur les aventuriers du rail, il y a moyen de combiner les jeux pour faire des cartes plus grosses. Puis ça arrête pas. Fait qu'on a quand même un certain contrôle sur la durée de chaque partie puis le niveau de complexité. Exactement. Puis récemment, il a été ajouté à Board Game Arena. Si vous voulez l'essayer là-dessus, ça peut être une bonne façon de s'initier. Puis, parlant de Board Game Arena, moi, le jeu que je vais vous parler, c'est là-dessus que j'y ai joué parce que il est malheureusement difficile à trouver de nos jours en version physique, mais il est toujours sur la plateforme. C'est le jeu Cacao de l'auteur Phil Walker Harding. Il est publié chez Abacus Spiel. Donc, désolé Marion, je savais pas que t'aimais pas les jeux de tuiles, mais c'est un jeu de placement de tuiles. Mais c'est un placement de tuiles qui est collectif. Donc, on a un peu comme dans Carcassonne, là, on va placer nos tuiles au centre de la table, puis on va, au moment de la placer, activer les tuiles qui sont autour, en fait. Parce que, à notre tour, en premier, on va placer une tuile avec... C'est toutes des carrés, les tuiles, puis sur chaque face du carré, il va y avoir 0, 1, 2 ou 3 petits bonhommes de notre couleur. Puis dans le fond, si je mets mes 3 bonhommes, le côté des 3 bonhommes à côté d'une tuile, ben je vais activer cette tuile-là 3 fois. Puis si c'est un côté pas de bonhomme, ben je l'active pas. Puis le but du jeu, ça va être d'aller ramasser du cacao, puis après ça de le revendre. T'as des tuiles qui te permettent de ramasser 1 ou 2 cacao par bonhomme qui l'active. T'en as d'autres qui te permettent de le vendre, soit à 2, 3 ou 4 pièces d'or, qui sont en fait des points. T'as aussi des tuiles qui te permettent de monter sur une espèce de track de l'eau qui va te rapporter des points en fin de partie plus t'es haut. T'as d'autres tuiles qui te permettent d'avoir des petits pouvoirs qui vont te permettre de replacer des tuiles par-dessus d'autres en fin de partie. Donc d'aller réactiver celles qui sont les plus payantes. T'as des tuiles qui vont donner des points en fin de partie si c'est toi qui as la majorité de petits bonhommes autour. Fait que t'as quand même beaucoup d'interactions parce que quand tu places à toutes les fois tu vas placer une tuile avec tes bonhommes, mais après ça, si tu crées un coin dans le fond, t'es obligé d'aller compléter ce coin-là avec une tuile activable. Puis là, faut que tu choisisses parmi 2 qui sont disponibles. Puis un coup que tu l'as mis, ben là, ça laisse la place aux autres à aller placer leurs tuiles de bonhomme à côté. Donc, dépendamment de comment le plateau est fait puis comment tu places tes tuiles, tu peux laisser des spots vraiment intéressants ou pas, de préférence. T'essayes de laisser des coins moins intéressants à tes adversaires. Il y a tout l'aspect de course pour la majorité aux tuiles de temple. Donc, il y a quand même beaucoup d'interactions. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, là. Ça se joue super bien sur BGA, là. J'ai joué plusieurs fois, là. J'ai souvent une partie en tour par tour qui roule. Puis, tu sais, ça va bien. Tu regardes le board, c'est facile de voir ah oui, c'est quoi les meilleurs spots. Tu perds pas le fil, même en tour par tour, là. Des fois, les gros jeux de stratégie, là, faut que tu passes une couple de minutes à te remettre dedans avant de pouvoir faire ton tour, là. Avec celui-là, ça se fait bien, là. C'est ça pour Cacao. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Moi non. Je le connaissais pas. Moi, je l'ai offert à mon frère quand il est sorti en 2015. Puis j'ai vérifié la semaine passée, il est toujours dans sa ludothèque, donc tout va bien. En fait, c'est pas que j'aime pas les placements de tuiles, c'est que je suis moins attirée par ça, mais j'ai quand même envie de tout essayer, donc je vais quand même essayer des placements de tuiles. Celui-là, j'en garde un très bon souvenir. Je pense pas y avoir joué depuis que je l'ai offert à mon frère, donc j'ai dû faire 2-3 parties, quelque chose comme ça. Mais j'ai spoté qu'il était sur Board Game Arena. Mais je me suis toujours pas lancée. Et j'en garde vraiment un bon souvenir, honnêtement. Je pourrais plus y jouer sans revoir les règles, mais je me souviens que j'avais aimé l'expérience.
Mhm. Puis tu sais, c'est dans la lignée de Phil Walker Harding, là, les règles sont quand même assez simples. Là. Je pense que tu voudrais te remettre dedans, tu pourrais juste les lire en diagonale, puis checker l'aide de jeu, puis probablement que tu serais bonne pour y rejouer, puis même le réexpliquer au besoin, je pense. Là, c'est souvent ces jeux, les règles sont pas dans les jambes là, pour jouer. Là. Ouais. Bah ça fait des bons jeux faciles à introduire à n'importe qui aussi. Là, donc je me souviens que c'est là-dessus que j'avais porté mon choix à ce moment-là, justement à cause de ça. Donc je me dis la thématique chocolat, ça pourrait peut-être fitter avec ma conjointe aussi. Elle aime bien ça. Je sais pas si on le trouve encore neuf, mais je pense que d'occasion ça c'est trouvable. Ouais, je le vois passer de temps en temps sur les groupes de revente là. Et voilà, on a perdu Vincent qui est parti regarder les annonces. Donc voilà, ça fait le tour pour les jeux qu'on a joués récemment. On va maintenant passer à notre événement principal, notre draft. Pas un duel cette fois vu qu'on est 3. Donc, je rappelle le concept. On parle de jeux qui sont sortis en 2022, donc qui ont l'année 2022 sur Board Game Geek ou que la version française est devenue disponible en 2022. On va pas être trop regardant là-dessus. Puis chacun de nous 3 va drafter 4 jeux pour se bâtir une collection. Fait que c'est pas nécessairement nos 4 jeux préférés, mais l'idée c'est de faire une collection qui va plaire au plus de gens possible. Donc on va demander à vous, les auditeurs, après l'émission, d'aller voter pour la meilleure collection. Puis on a discuté tantôt de peut-être pimenter le concours, donc que le gagnant pourrait imposer une petite conséquence au perdant. Donc on est ouvert aux suggestions de l'auditoire si vous avez des idées de conséquences que je vais pouvoir donner à Vincent. Ah, parce que t'assumes que c'est toi qui vas gagner, hein? Et Ben quand même. Là. moi je suis confiant. On va voir ça. De toute façon, on a dit que c'était pour l'honneur. On va se battre pour l'honneur. Oui. Donc c'est ça, on va faire un draft puis on va y aller en snake. Donc 1, 2, 3, 3, 2, 1, etc. Donc Marion, tu es notre invité. On va te laisser choisir si tu veux drafter en premier ou deuxième ou troisième. Écoute, vu que j'ai commencé tantôt en donnant mon jeu du moment, je propose qu'on commence directement comme ça. Donc j'ai commencé, il y a eu Vincent, ensuite ça a été toi, Sam. Bah là, je te propose que ce soit l'ordre inverse. Donc Sam commence. On fait le snake déjà. Ah, c'est bon. Moi ça me va. Moi j'allais laisser Sam passer vu que t'as été Team Sam puis que j'ai perdu le duel. ça fit avec ce que j'avais en tête. C'est bon? Ok. Donc, aussi, Sam, je vais te le dire tout de suite, t'as pas le droit de mettre Guards of Atlantis 4 fois, hein, c'est un jeu. Ah non? Je peux pas mettre Guards of Atlantis pis ses 3 expansions? Ouais, non. Et non. Mais de toute façon, ça sera pas ça mon premier choix, parce que l'idée c'est pas de repêcher la meilleure collection pour moi, mais de plaire au plus grand nombre de gens possible, puis c'est quoi le jeu le plus populaire sur Board Game Geek en ce moment? C'est Gloomhaven, mais c'est quoi sa suite? Frosthaven, qui officiellement est sorti en 2022. Il est pas arrivé à tous les backers encore, surtout ici au Canada, mais je me permets de le prendre quand même, vu que officiellement c'est un jeu de l'année 2022. Donc Frosthaven, comme son grand frère Gloomhaven, c'est une grosse boîte avec une méga grosse campagne, plein de classes asymétriques. On va jouer 2 cartes à chaque tour, faire le haut d'une carte, le bas d'une carte. On a un aspect de gestion de main pour gérer notre deck de cartes, parce que plus la partie avance, plus nos personnages s'épuisent, plus on perd de cartes, puis moins on a d'options. Donc faut gérer. On a des cartes qui ont des effets vraiment forts, mais qui peuvent être utilisées une seule fois, versus d'autres qui ont des effets un peu plus faibles, mais qui vont revenir plusieurs fois. Faut gérer tout ça. Puis en plus, dans ce nouvel opus-là, on rajoute une espèce de gestion de la ville de Frosthaven entre les parties. Donc on va utiliser le loot qu'on a ramassé pendant nos aventures pour bâtir notre campement, le développer, débloquer des nouveaux items qu'on va pouvoir s'acheter. Donc il y a tout l'aspect gestion de campagne, dans le fond, qui a été bonifié. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer ce jeu-là. J'y ai pas joué encore, mais je suis certain que je vais triper. Mon premier choix, Frosthaven de
Isaac Childress et Cephalofair Games. T'avais peur que je le prenne, hein? Ben, il était sur le top de ma liste, là. Je suis content d'avoir pu être le premier à choisir. Je t'avoue tout de suite, il était dans mes potentiels, là. Ça, c'en est un que je m'étais dit, faut pas trop j'y tienne parce que ça se peut qu'il parte vite. J'espère et je sais qu'il va m'amener plein de votes. C'est juste pour ça, hein. Ouais. Ben, moi, j'ai le goût de renchérir sur la compétition, puis je vais profiter de ça, puis je vais utiliser l'aspiration de tes fans pour aller vers Heat Pedal to the Metal. Donc, c'est un jeu de course et de deck building, mais plus gestion de main, je dirais, qui est sorti il y a pas très longtemps aussi. Édité par Days of Wonder, qui a été designé par Asger Harding Granerud et Daniel Skord Pedersen. Oui, j'ai probablement massacré leur nom. Il y a certains jeux que je me dis, j'espère que quelqu'un d'autre va le prendre pour pas que j'aille à prononcer leur nom. Mais bon, lui, je voulais le prendre. Donc, c'est un jeu qui joue de 1 à 6 joueurs. C'est un jeu de course. Donc, on a une main de carte qui représente la vitesse à laquelle on va se déplacer autour du circuit. Donc, on va jouer nos cartes. On a une composante aussi de chaleur qui est assez importante, qui fait qu'à chaque fois qu'on va jouer une carte chaleur, c'est en fait, on peut pas les jouer. Ça pollue notre main. Si jamais on les joue, notre moteur va caler. Donc, il faut gérer ces cartes-là qu'on a dans notre deck. Puis, il faut gérer nos vitesses quand on va prendre des tournants. Donc, admettons un tour normal, tout le monde va jouer en même temps sa main de cartes, les cartes qu'ils veulent jouer. On a des cartes de stress qui nous font jouer d'autres cartes, mais qu'on voit pas, dans le fond, qu'on peut pas choisir de notre main. Fait qu'on a un peu de gestion de risque lorsqu'on joue ces cartes-là. Puis c'est ça, si on prend les tournants trop vite, on va déraper. Il y a plusieurs circuits différents qu'on peut parcourir. On a un mode tournoi, on peut jouer tout seul. Il y a un mode aussi où est-ce qu'on peut modifier sa voiture, parce que tout le monde dans le jeu de base a un peu le même deck de cartes au départ, mais il y a un des modules que c'est on a chacun nos cartes spéciales à nous, qui fait que notre voiture va être différente. On a aussi un aspect qu'il faut justement, on a une jauge de vitesse qui détermine dans le fond si on est en première vitesse, deuxième vitesse ou quatrième vitesse, puis il faut embrayer ces vitesses-là pour pouvoir aller plus vite puis jouer plus de cartes. Mais on peut faire surchauffer notre moteur si on embraye trop vite. Sérieux, je trouve que la mécanique est vraiment bonne. T'as aussi une mécanique d'aspiration où si tu réussis à te placer derrière quelqu'un, tu peux aller le dépasser, mais tu peux pas occuper le même espace que quelqu'un d'autre sur la piste de course. Fait qu'il faut un peu gérer notre positionnement. Je trouvais que ça prenait vraiment l'esprit de la course automobile, puis ça le transformait bien en jeu de société. Je trouve que c'était élégant comment c'est fait. Le deck building puis gérer des cartes en main, c'est quelque chose que j'aime bien. Puis vu qu'on a un jeu qui joue de 1 à 6, tu peux le sortir en plein d'occasions différentes. Puis t'as une des plus grosses parties de ton round, c'est une partie qui est jouée en commun, tout le monde en même temps. Fait que même si on est nombreux, on va avoir des choses à faire assez rapidement. Ouais, je pense que c'est important dans une petite collection là, d'avoir des jeux versatiles sur le nombre de joueurs. Puis c'est un jeu qui a eu beaucoup de buzz. Ouais, puis je pense que la thématique parle pas à tout le monde. Moi la première, mais c'est vrai que ça rend vraiment curieux en fait l'idée de gérer sa voiture en mode deck building. Ça me rend vraiment très très curieuse là. Puis c'est vrai que les reviews sont vraiment quasiment toutes unanimes en disant que c'est bon, donc ouais, ça donne envie. Ouais. C'est sûr que comme tu dis, faut que tu sois un peu attiré au thème de la course là, parce que ça tourne vraiment tout autour de ça. Moi, mon père était un grand fan de F1, fait que à tous les dimanches, on écoutait religieusement la F1 quand j'étais jeune. Fait que tu sais, moi, je suis un peu plus proche de ça. Mais c'est ça, c'est même sans avoir être accroché par le thème, juste les mécaniques qu'il y a dans le jeu, je trouve qu'ils valent la peine de t'essayer. Tu l'as essayé le jeu? Non, pas encore. Je l'avais dans les mains l'autre jour, mais finalement, je l'ai pas pris, mais ça me démange. Ok, fait qu'il est pas si bon que ça, finalement.
Ben ouais, des fois le budget il demande certains sacrifices au profit de d'autres. Là, je suis curieuse, j'ai envie de savoir au profit duquel. Ah, il va peut-être revenir plus tard, je pense. Peut-être, ou en tout cas, il va avoir ou sinon c'est un spoil pour un prochain épisode. Chut. Non, mais faut pas écouter trop, Vincent, il est pas si bon, ce jeu, celui de Sam non plus. Moi, je vais vous proposer mon numéro 1. Désolé, les gars, c'est pour l'honneur, on a dit, je fais ce que je peux. C'est bon. Moi, mon top 1, je vais pas trahir tout ce que j'ai déjà dit. Alors désolé pour tous ceux qui me suivent, ça va pas être une grosse surprise, mais moi vraiment mon préféré de l'année et celui que je pousserai en avant aussi dans notre draft ici, c'est Turing Machine. Donc c'est un jeu de logique et de déduction. Je pense que Vincent est en train de flipper sa table. Ah, mais là, c'est mon deuxième. Et là, t'as plus qu'en trouver un autre. T'avais qu'à mieux choisir ton premier. Donc en gros, il va falloir, on va avoir accès à des millions de problèmes qu'on va venir mettre en place sur la table via des critères, et il va falloir trouver une combinaison unique à 3 chiffres qui répond à tous les critères qu'on va trouver posés devant nous. Donc on va assembler des combinaisons de chiffres de 1 à 5 de 3 couleurs différentes, puis on va aller questionner la machine, c'est-à-dire qu'on va venir positionner des cartes perforées devant une carte témoin qui va nous laisser un espace blanc, et il va y avoir soit une coche verte pour nous dire que c'est correct et qu'on a trouvé la bonne réponse aux critères qu'on vient vérifier, ou alors on va trouver une croix rouge qui va nous dire ben non, désolé, c'est pas la bonne. Mais parfois ça nous aide aussi dans la déduction du code. Moi je le trouve absolument admirable dans le sens où la rejouabilité est folle. Vraiment, je sais qu'ils sont toujours en train de créer des problèmes parce que ils ont lancé une machine assez monstrueuse, donc on va avoir vraiment des problèmes illimités. C'est fait pour tous les niveaux. J'ai déjà joué avec des enfants, il suffit d'avoir des problèmes simples avec des critères simples, ça passe super bien. On peut jouer en coopération aussi. Et si jamais on veut vraiment se tester, il y a des problèmes, on a envie de se taper la tête contre un mur et d'aller pleurer et de revenir. Enfin, il y a une panoplie de niveaux de difficulté qui elle aussi est grandiose, et l'application qu'ils ont développée permet de vérifier ces réponses, je trouve, de manière un peu plus sympa que dans le livret où toutes les réponses sont notées back à back. Donc on a envie de regarder un peu ce qui se passe après. Dans l'application, il suffit de rentrer le code qu'on a trouvé, la machine nous dit oui ou non on a trouvé le bon code, donc on peut revenir dessus si on veut. Il y a le défi quotidien aussi, qui est une super bonne idée. En tout cas, moi, ça m'a rendu totalement addict. Ça fait, je pense, depuis octobre que quasiment tous les jours, il est sur ma table. Ça va me prendre 15 minutes. Mais j'aurais eu l'impression d'avoir fait quelque chose d'intelligent au moins une fois dans ma journée. Donc, ouais, vraiment, moi, je le trouve admirable. Par contre, le seul bémol, c'est que il y a des personnes qui pensent que c'est pas pour elles, et parce que c'est la première partie est un peu chaotique. En tout cas, moi, je me fie à mon expérience et aux expériences que j'ai fait vivre aux autres. C'est, on comprend pas trop ce qu'on fait au début, on comprend pas trop pourquoi on fait ça, mais ça devient logique en fait au fur et à mesure. Donc, je dirais pas qu'il faut absolument s'accrocher, mais en vrai, pour les personnes qui se retrouvent dans ce que je dis et que vous vous êtes sentis perdus, réessayez. Vous allez trouver la logique, vous allez comprendre les cartes. Puis là, ça devient super intéressant. Ouais, c'est un peu comme un autre jeu du Scorpion masqué, là, Decrypto, qui, quand tu te le fais expliquer, ça fait pas trop de sens, mais après une partie, les choses commencent à cliquer, puis là, tu rejoues tout de suite après, puis là, t'es comme, ok, ouais, j'ai compris, là. Puis, encore une fois, la production de ce jeu-là, on a déjà parlé sur le podcast, là, c'est super bien fait, là, la façon que tu places tes petites grilles ensemble, puis que t'as juste une réponse possible. Ça aurait facilement pu être juste une application, mais le fait d'avoir l'espèce de Turing Machine physique, puis que ça marche, c'est bravo. Ouais, ça rajoute vraiment à l'expérience ludique. Moi, je sais que j'aime bien jouer pas en coopératif, mais un peu chacun dans son coin, jusqu'à que chacun trouve la solution par lui-même, sans forcément mettre fin
à la partie dès que l'un des joueurs a trouvé la solution, parce que ça c'est la partie un peu frustrante, je trouve, quand t'es au bord de trouver, t'y es presque, puis que là quelqu'un te dit ben non, mais moi je l'ai. Moi j'aime bien continuer jusqu'à que soit oui j'abandonne et que vraiment je vois qu'il y a un truc qui marche pas dans ce que j'ai trouvé, soit c'est ça, que tout le monde est fini en fait, pour avoir un petit sentiment de satisfaction quand même pour tous à la fin de la partie. Ouais, c'est comme ça qu'on avait joué nous aussi la fois qu'on l'a essayé. Ouais, c'est le Ils fun. ils m'ont laissé finir à la fin. Ouais, non, j'aime le niveau de défi, puis c'est un bon puzzle de logique. C'était mon deuxième jeu que j'allais prendre si tu l'avais pas pris. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi, puis c'est ça, comme ça me dit, les composantes là, ça, j'en reviens pas. Tu sais, la réflexion puis le travail qui a dû avoir été mis dans cette production là, c'est, moi ça me met à terre. Ouais, ça a l'air vraiment de rien comme ça, de se dire ouais, ben c'est juste des cartes perforées, voilà. Mais en fait non, parce que tout s'agence d'une certaine manière selon le problème qu'on aura devant nous. Toutes les cartes avec les grilles si les réponses sont correctes ou non. Enfin, c'est un travail monstrueux. C'est vraiment. Puis avec juste ça, on a des millions de parties devant nous. C'est ouais. Cool. Fait qu'on va repartir dans l'autre sens. Ton choix numéro 2, Marion? Alors, mon choix numéro 2, c'est un jeu que je pense la plupart d'entre vous auront déjà essayé sur Board Game Arena avant de l'avoir essayé en physique, voire même peut-être jamais essayé en physique. C'est Sea Salt and Paper des éditions Bombix. C'est un jeu de Bruno Catala et de Théo Rivière. C'est le fameux jeu où les cartes ne sont pas des illustrations mais sont des origamis, des vrais origamis pris en photo. C'est un jeu de collection, de points, je dirais, de gestion de main, à notre tour, on a le choix entre prendre la première carte d'une des deux des fosses, parce qu'il y en a deux, ou les deux premières cartes de la pioche, en choisir une et poser l'autre sur une des fosses. Ensuite, on va pouvoir poser des cartes du haut, c'est-à-dire si on a deux cartes de symboles identiques, on va pouvoir les poser directement devant nous. Elles vont marquer un point en fin de manche, pardon. Et elles nous donnent droit immédiatement à un pouvoir spécial qui, c'est soit rejouer, soit voler une carte à un adversaire, soit reprendre une carte du dessus de la pioche, etc. Là, il y a plein de petits pouvoirs. Et le système que je trouve super sympa, c'est qu'il y a deux manières de mettre fin à une manche. Donc dès qu'on a accumulé un certain nombre de points, on a le droit de dire stop, c'est-à-dire que tout le monde s'arrête, pose ses cartes devant lui, puis on va venir compter. Ou alors on peut dire dernière chance, et dans ce temps-là, celui qui dit dernière chance pose ses cartes ouvertement à tout le monde, puis les autres joueurs ont encore un tour de jeu pour essayer d'accumuler le plus de points. Puis là, selon les risques qu'on a pris, on a plus ou moins de points. Je sais qu'au début, je le trouve très... il est pas facile à expliquer, il est pas facile à comprendre, mais une fois qu'on y joue, ça change vraiment tout. Par contre, je suis une fervente partisane du jeu physique, parce que sur Board Game Arena, le petit défaut, c'est que dès qu'on atteint les points pour mettre fin à la manche, ça apparaît en rouge, puis on a comme une tendance à vouloir dire qu'on met fin absolument à ce moment-là. Et je trouve qu'on passe à côté d'une expérience de jeu qui est totalement différente, parce que moi, à deux, ça m'est déjà arrivé de quasiment passer tout le paquet de cartes, et donc on s'est retrouvé avec 30 points et plus en même temps, etc. Donc il y a vraiment une autre tension, alors que mettre fin tout de suite à la manche, je trouve ça un peu triste. C'est ce que font la plupart des gens, parce que c'est écrit en gros quand on a fini notre tour. Donc en tout cas, moi j'encourage à au moins essayer la version physique. Ça rajoute vraiment une petite tension que j'apprécie particulièrement. Ouais, moi je l'ai essayé sur Board Game Arena par contre, pas en physique. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, tu sais, au début j'étais comme ouais, je fais juste piger des cartes, puis tu sais c'est un peu n'importe quoi, mais comme quand tu portes un peu plus attention à qu'est-ce que les autres vont chercher dans les défausses, qu'est-ce que eux ils défaussent, ben tu peux essayer de deviner qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que là il y a un petit peu plus de stratégie qui embarque. Tu peux essayer de guesser à peu près combien il y a de points, si t'es mieux d'arrêter tout de suite ou de pousser ta chance un peu puis d'essayer d'aller chercher ta fameuse 4e sirène. Là, c'est les sirènes qui font avoir 4 pour gagner, je pense. Oui, c'est pas facile. Non, c'est ça. C'est un peu illusoire, en fait, d'avoir les 4. Ouais, c'est ça. Tu te dis, je vais gagner comme ça, puis finalement, t'as jamais le temps d'aller chercher la 4e, là. Il y a toujours quelqu'un qui la cache quelque part et qui la cache bien. Ouais, c'est ça. Vince, tu l'as essayé, toi?
Non, pas encore. Il va falloir, là, parce que tu m'en avais parlé. On avait parlé dans une introduction d'épisode. Ça m'avait bien intéressé. Comme tu disais, Marion, il y a le côté dessin. Je trouvais que c'était vraiment impressionnant. Tu sais, le fait que c'est vraiment des morceaux d'origami, ça fait que le jeu il est beau. Tu sais, il y a un petit cachet de plus. C'est pas juste un dessin. Il y a quelqu'un qui a vraiment pris la peine de faire le modèle en origami. Puis je trouve que ça faisait des belles cartes. Ouais, ben les éditions Bombix prêtent toujours attention à ce genre de détails là, à nous sortir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, comme Lueur, où toutes les illustrations étaient en noir et blanc, mais avec des touches de couleur qui va avec la thématique. Ils ont le récent aussi Look at the Stars, où je pense que c'est les premiers à avoir une ardoise noire sur lesquelles on écrit en blanc. Il y a plein de petites choses, je pense, comme ça, qui font l'effort, en tout cas, d'aller chercher plus loin dans la production de leur jeu que la mécanique du jeu, et je trouve ça vraiment chouette. Good. Fait qu'on revient à toi, Vincent. Pick numéro 2. Là, j'hésite, là, parce que là, on m'en a pris un dans ma grosse liste. Fait que là, il va falloir que je pioche dans les autres. Puis, mais je pense que je vais y aller avec celui que j'avais planifié mettre en numéro 3. C'est le jeu Foundations of Rome de Arcane Wonders, designé par Emerson Matsuuchi. Dans Foundations of Rome, au final, les joueurs vont s'affronter pour construire la ville de Rome. Donc, dans un tour normal, on va acheter des terrains pour pouvoir ensuite construire par-dessus ces terrains-là. En fonction de c'est qui nos voisins, c'est quoi les bâtiments qu'ils vont construire, on va accumuler des points. Fait qu'il faut savoir bien se positionner sur le plateau commun, en fait, qui est un gros carré qui est partagé par tout le monde. Fait qu'il faut savoir où se placer, savoir quoi construire, améliorer nos bâtiments pour pouvoir faire plus de points. Et l'idée, c'est de peupler le plus possible la ville de Rome. C'est le jeu qui est méga bling, ça, hein? Il est quand même bling, là, avec les bâtiments puis tout ça, là. Il brille assez sur une table. En fait, c'est que t'as vraiment des monuments qui se placent, qui sont des polyomino, qui ont différentes formes. Puis on place ça sur la table. Puis au début, on fait juste acheter des terrains, mais c'est ça, à mesure que la partie avance, puis qu'on met les bâtiments, on a carrément une ville devant nous autres avec l'assemblage de tous les bâtiments que tout le monde va avoir construits. Fait que c'est ça, il y a de l'interaction, surtout au niveau de, tu sais, un peu se battre pour avoir les terrains qui nous intéressent le plus. Mais sinon, tu sais, on est beaucoup aussi dans nos affaires à nous. Puis il y a plein de façons de faire des points à mesure que la partie va avancer. Je me posais juste la question, est-ce que celui-ci il est en financement participatif? Parce qu'en général, sur les gros... ouais. Sur ça, avec beaucoup de matériel comme ça. Ok, ouais. Je l'ai vu passer, il a vraiment du très très beau matériel. Ouais, c'est ça. C'est quasiment trop beau pour le jeu, de ce que j'ai entendu. Là. Moi, je l'ai pas essayé, mais comme c'est un jeu qui est super simple, que ça aurait pu être comme des tuiles en carton, puis ça aurait été un bon petit jeu pas trop cher dans une petite boîte. Puis là, ils sont allés vraiment méga production, grosse boîte, taille Gloomhaven, remplie de plastique. Mais ça fait un bon trou dans ton portefeuille aussi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être une critique justifiée à mon avis là, parce qu'au final. T'sais, des tuiles en carton, ça aurait pu faire le travail bien en masse, là. C'est du gros bling, c'est sûr. Mais pour un exercice comme ça, on n'a pas besoin de payer les collections, fait que ça va passer. Ouais. Puis ce que j'ai à dire, c'est que tu sais, c'est pour l'avoir ajouté dans ma sélection, c'est que ça venait chercher une autre façon de penser, un autre puzzle. Tu sais, là, on est plus dans justement comme placement de tuiles, puis un peu moins course, un peu moins compétitif, tu sais. Good. Fait que moi, je vais y aller avec carrément autre chose. Je vais être plus dans la lourdeur, les gros euros nous font penser beaucoup. C'est un jeu qui est arrivé récemment, semi-récemment, là, vers la fin de l'automne. C'est le jeu Endless Winter de Stan Kordonski. Jeu que j'ai parlé récemment à l'émission, donc un jeu qui a une liste de mécaniques aussi longue qu'un hiver qui finit plus. Mais en gros, c'est beaucoup du deck building puis du placement d'ouvriers. On a placé juste 12 ouvriers dans toute notre partie, mais chaque fois qu'on place un ouvrier, on a comme une cascade d'actions qui se déclenche. Tout plein de mécaniques, tout plein de systèmes, mais qui sont super bien interreliés, interconnectés.
le teach est long au début, mais un coup qu'on commence à jouer, ça roule super bien. Le artwork est super beau, là. Il y a Demiko qui est là-dessus, là, qui est un de mes artistes préférés. Puis on reconnaît bien son style. C'est un jeu que j'ai joué juste une fois, mais que j'ai vraiment adoré. Je sais qu'il a été sur beaucoup de coups de cœur de l'année et des mois de novembre-décembre, pour ceux qui écoutent aussi les coups de cœur du professeur Board Game sur YouTube. Marion, est-ce que tu l'as essayé, toi? Non, mais je l'ai aussi vu passer de nombreuses fois et en fait, j'avoue que cette fin d'année, il y a eu tellement de sorties que ça a été très très compliqué d'essayer tout, de s'intéresser à tout. Je pense que Endless Winter aussi faisait partie d'un Kickstarter au début, je pense. C'est ça, hein? Ouais. C'est ça, et je pense que les pledges sont arrivés en même temps que les jeux boutiques, donc ça s'est un peu comme mêlé. Et au début, je pensais que c'était vraiment juste du Kickstarter, et j'ai compris après qu'on pouvait le trouver en boutique, donc j'ai les yeux dessus. Mais pour le moment, je l'ai pas encore touché, mais il fait partie de ma liste de jeux à essayer. Je pense qu'il vaut vraiment la peine. Moi, j'ai bien aimé. Donc ça, c'était mon choix numéro 2. Là, j'étais avec Frosthaven et ça, je suis comme beaucoup de jeux costauds, assez lourds. Je pense que là, ça va falloir s'aérer un peu avec de quoi d'un peu plus léger. On parlait tantôt d'avoir des jeux qui jouent à plusieurs comptes de joueurs. La date, c'est pas mal 1 à 4 joueurs pour moi. Donc je vais y aller avec un classique qui a été remis au goût du jour en 2022, c'est le jeu Libertalia, Wind of Galecrest, de Paolo Mori, qui a été republié par Stonemaier Games, avec un nouveau look anthropomorphique que certains aiment. Moi, je préfère l'ancien look un peu plus dark, Pirates des Caraïbes, mais bon. Vu que là, on est en 2022, on va prendre la version avec les animaux. Ils ont même rajouté un mode solo à ce jeu-là, donc maintenant il se joue de 1 à 6 joueurs. Puis un peu comme dans Heat, on va tous jouer en simultané, donc il n'y a pas trop de temps d'attente. Après ça, on résout les cartes, ça va vite. C'est un jeu de gestion de main. On a une main de personnages qui ont tous des pouvoirs différents, qui vont être plus ou moins hauts dans la hiérarchie de notre bateau de pirate. Puis là, plus t'es haut, plus tu vas parler en premier, mais dépendamment du pouvoir que t'as, ça sera peut-être pas tout le temps bon, puis tout ça. Puis c'est cool parce qu'au début de la partie, on a tous la même main, mais au fur et à mesure que la partie avance, il va y avoir des nouveaux ronds, on va repiger des nouvelles cartes, mais on va pas tout avoir gardé les mêmes cartes de la ronde précédente, fait qu'il va y avoir une espèce d'asymétrie qui va émerger pendant le jeu. Puis là, tu te dis, Vince, y a-tu joué sa brute déjà? Est-ce que je peux mettre ma haute carte ou je vais me faire pitcher par-dessus bord? Puis tu sais, il y a beaucoup de mind game avec tes adversaires, de comme, ah ben là, s'il joue ça, ben moi faut que je joue ça pour le contrer, mais s'il le sait, ben il va peut-être pas jouer ce que je pensais qu'il allait jouer, il va mettre autre chose qui va me contrer moi, puis surtout quand t'as 2 ou 3 joueurs, là, t'as beaucoup justement de bluff puis de contre-bluff, puis tu regardes ton adversaire dans les yeux en posant ta carte, tu fais un petit look là, ah ouais, je te mets au défi de me battre sur celle-là, puis d'aller chercher le trésor. Les règles de cette nouvelle édition-là aussi ont été adaptées, ils ont rajouté de nouveaux personnages, le système de bris d'égalité a été changé parce qu'il y a beaucoup de monde qui trouvait que c'était la faiblesse de la première version. À ce niveau-là, j'ai pas trouvé que c'était mieux ou pire, le nouveau système d'égalité, c'était juste différent. C'est un jeu que Libertalia, ça a été un des premiers jeux, ça a été le premier jeu moderne que je me suis acheté. J'ai pas acheté la nouvelle version parce que j'ai encore ma vieille version de 2012. Je le sors encore souvent, donc mais si ça fait longtemps que ce jeu-là est out of print, donc il est plus disponible nulle part, donc je trouve ça cool qu'il ait réussi à le faire renaître de ses cendres avec cette nouvelle version-là. J'aime beaucoup Libertalia, Wind of Galecrest. Je pense que c'est un des jeux que t'aimes bien aussi, Marion, me semble. Oui, exactement. Moi, je connaissais pas l'ancienne version. Je t'avoue que j'ai vu les images, ça m'attire moins. Mais par contre, c'est sûr que la nouvelle version, là, elle fait partie de mes gros coups de cœur de l'année. Moi, j'adore les jeux de cartes comme ça. Je pense qu'il y a un petit côté aussi brise amitié. Si on se retrouve avec le sabre à assassiner le personnage de son adversaire. Moi, j'ai joué à 2 et à 5, je crois. Et puis, dans les deux configurations, il est vraiment bien.
à deux, on va rajouter une tuile sur l'île en fait pour venir rajouter un peu de piquant dans le choix des cartes à poser. Moi, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment mon genre de jeu. Comme tu dis, au fur et à mesure de la partie, tu te poses la question de il a quoi dans sa défausse déjà, mon adversaire. Est-ce que il l'a joué? Je sais qu'il y a des cartes pour aller chercher aussi des personnages dans sa défausse, mais tu sais pas laquelle il est allé chercher. Mais tu sais toutes les cartes qui sont passées. Donc, enfin, ouais, ça rajoute une petite gymnastique là que je trouve vraiment chouette. Puis, je le trouve très bien équilibré, c'est-à-dire que en tout cas, moi, je l'ai pas vu dans mon expérience que des gens aient des scores trop écartés. Parce que j'avoue que sur un jeu comme ça, en plusieurs manches, ça peut être vite décevant de voir que les autres ont une grosse avance. Oui, c'est vrai. C'est une autre différence avec cette version-là, c'est que les rondes deviennent de plus en plus longs. Tandis que dans la première version, toutes les rondes étaient égales. Fait que là, tu pouvais vraiment plus faire boule de neige si t'avais un bon premier voyage, tu sais. Ah, ok. Ouais, c'est ça, parce que là, ça offre quand même la possibilité je pense qu'il y a 6 jours dans les derniers rounds, puis si t'es un peu à la traîne, mais que t'as gardé des bonnes cartes, tu sais que tu vas jouer en premier, tu vas peut-être pouvoir récupérer de meilleurs trésors, etc. Donc, il y a vraiment une possibilité de se rattraper. Ça, je trouve ça vraiment important sur les jeux un peu plus abordables comme ça. Parce que pour les non-joueurs, on n'a pas envie de les dégoûter là, donc je trouve que c'est vraiment un bon jeu comme ça, là, tout public, mais qui rajoute un peu de piquant. Ouais, je le trouve vraiment chouette. Ouais. Cool. Donc je suis content de te l'avoir volé d'abord. Ah non, c'est bon, je l'avais pas. Il était pas dans ma sélection de 4, mais il est dans mon top 10. Ah, ok. Moi, je pense que je me rappelle. Ce qui est drôle aussi, c'est quand tu te dis là, c'est le bon moment de jouer telle affaire, puis que ça arrive des fois que tu te fais prendre de court. Il y avait une fois où je me rappelle tout le monde avait joué sa brute, puis il en était resté juste une à la fin, fait que c'était assez drôle. Ah oui, parce que les brutes peuvent défausser. Ben, c'est si tout le monde joue sa brute, c'est ça, la première, tu l'autres, puis tu l'autres, puis tu l'autres, puis là ben tu te ramasses avec plus personne sauf le dernier. En fait, selon si t'es pair ou impair, là. Mais c'est très drôle. C'est des bonnes interactions, j'aime ça. Good. Fait que c'était mon choix numéro 3. On revient à toi, Vincent. Ouais. Bon, ben, moi aussi, je vais y aller avec un peu plus de simplicité. Bon, Foundation Around, c'est pas le plus complexe, mais il y avait beaucoup de bling. Là, on descend en termes de grosse production. Mon troisième choix, c'est Beer and Bread. C'est un jeu qui joue juste à 2 joueurs, édité par Deep Print Games, designé par Scott Helms. Fait que dans Beer and Bread, chaque joueur est en fait un producteur de bière et de pain. Puis il faut pouvoir balancer la production de chacun. Donc il faut faire autant le plus possible de bière et de pain. Puis les scores c'est le plus bas dans le fond qui va te permettre de faire des points en fin de partie. Fait qu'il faut toujours que tu joues entre les deux. Il y a une mécanique que je trouve intéressante, c'est qu'un tour sur 2, c'est principalement un jeu de gestion de main, puis de gestion de ressources, parce qu'il faut payer des ressources pour pouvoir faire produire notre bière, produire notre pain. Mais on a aussi des cartes qui nous permettent d'améliorer nos productions, d'améliorer nos bâtiments, puis d'acheter des ressources. Mais ce qui est très drôle, que je trouve qui est intéressant, un round sur 2, on échange nos mains de cartes. Donc moi je vais jouer une carte, puis les cartes qui restent dans ma main vont aller à mon opposant. Puis moi je vais me ramasser avec sa main. Fait que t'as une espèce de twist comme ça qu'il faut que tu saches un peu. Tu sais, c'est comme si c'était un draft, mais au final puis ça c'est un round sur 2 parce que t'as des rounds où justement t'as pas à faire cette mécanique là où là c'est plus classique, t'as toutes tes mains puis là tu gères un peu plus, t'as un peu plus de contrôle sur ce qui va se passer. C'est un jeu qui se joue strictement à 2, qui est pas extrêmement complexe, mais que je trouve qui est intéressant au niveau de la mécanique là. L'aspect de s'échanger son deck de cartes, je trouvais ça cool. Ouais, ça a l'air bien. Moi, honnêtement, je n'avais même jamais entendu parler. Ouais, on passe du gros Kickstarter au truc un peu plus caché, un peu plus hidden gem, là, je dirais. Mm-hmm. Il est peut-être plus passé inaperçu, mais il a pas l'air inintéressant du tout.
Non, c'est ça, je trouve ça Vraiment. intriguant, le concept de comme un round sur deux, faut que tu t'échanges la main, puis après ça, non, puis tout ça. Puis là, j'allais voir vite les photos sur Board Game Geek, là, ça a l'air, le plateau il a l'air bien coloré, des belles ressources en bois, c'est pas juste des cubes, là, c'est... Ouais, chacun a comme sa petite couleur, puis ça a l'air, tu sais, le blé a l'air du blé, t'as du houblon, t'as de l'eau, puis aussi en fonction des... en fait, chaque round, c'est une saison, dans le fond. Il y a des saisons où est-ce qui sont riches, puis il y a des saisons pauvres. Puis ça joue aussi avec les quantités de ressources qui vont être disponibles. Fait qu'on a un peu cette gestion-là. Puis je trouve ça cool parce que c'est ça, à mesure que la game avance, tu sais, chaque round n'est pas identique. Puis on crée justement notre bière et notre pain à mesure qu'on progresse. Puis tu sais, faut que tu gardes aussi, c'est ça, l'équilibre entre les deux, parce que si tu fais juste de la bière, ben tu vas faire 0 point. Good. Donc, Marion, tes 2 derniers choix? Tintin. C'est parfait, vous n'avez sélectionné aucun de ceux de ma liste pour le moment, donc je vais peut-être vous envoler encore au passage, mais j'ai un doute. Mon choix numéro 3 se porte sur Terraforming Mars Expédition Ares. Alors, il est sorti en anglais en 2021, mais en français en 2022. Alors, je me suis permise de... Je me suis dit, hop, je me faufile dans cette brèche. Je suis pas une grande experte de Terraforming Mars parce que je pense que ma toute première expérience m'a comme refroidi, c'est-à-dire qu'on a fait une partie à 5 joueurs, 5 novices. Ça nous a pris plus de 6 heures. On a fait une coupure entre les deux. Donc je vois le principe. C'est peut-être aussi que je m'intéressais moins aux jeux de société à ce moment-là. Peut-être aussi que j'avais moins l'habitude de ce genre de jeu. Je dis pas que là ça serait pas plus fluide, mais mon intérêt n'a pas été grandissant, disons. Alors j'espère pas me faire jeter des roches parce que j'ai dit ça, mais on verra. Votez pour moi quand même. Mais ce que j'aime en fait dans Expédition Ares, c'est vraiment, on est quand même plus axé sur la gestion de main, l'engine building, le plateau central plus petit, plus épuré. J'ai l'impression que c'était vraiment plus fluide mon expérience. Donc comme dans Terraforming Mars, le but c'est d'aller terraformer Mars. La fin de partie se déclenche quand on a atteint certains objectifs, donc en oxygène, en océan, puis en forêt, je me trompe pas. Température, merci. Je suis une grande experte, j'ai dit. Mais non, Expédition Ares, je l'ai vraiment préférée parce que honnêtement, la tension monte dans le jeu. J'ai trouvé c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus impressionnant. Les parties, elles durent peut-être 90 minutes à 2, puis c'est le seul jeu de cette durée-là où on s'est retrouvé à enchaîner 2-3 parties d'affilée. Tellement qu'on était à fond là-dedans, qu'on avait envie d'essayer plein de choses, qu'on avait envie de voir toutes les cartes. Ouais, vraiment impressionnant. On a un petit plateau personnel aussi pour suivre notre avancée. Donc cette fois, c'est des plateaux double layer, ce qui manquait, je pense, pour Terraforming Mars, où dès qu'on passait sa main, ça faisait valser tous les pions, puis on savait plus où on était. Donc vraiment plusieurs manières aussi de marquer des points. Il y a des bons déclenchements de combos. Il y a vraiment des beaux tours de jeu très satisfaisants. Pour moi, ça en fait vraiment un très bon jeu là de cette année. Ouais, moi je l'ai pas essayé encore. C'est celle-là qui a un peu repris le mode de sélection d'action là, de Race for the Galaxy, je pense, là, que t'as différentes actions possibles, puis là, si moi je le choisis, genre une version un peu plus forte, mais vous allez pouvoir le faire aussi, puis exactement. C'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Et à deux, j'avoue que ça peut paraître un peu plate si on tombe sur la même, mais en même temps, on est comme, on se regarde dans le blanc des yeux en espérant que l'autre choisit une autre, juste pour pas faire une seule action à ce tour. Mais non, c'est vraiment chouette. Ouais, tu vois, dans Race, quand t'es seulement 2 joueurs, tu peux choisir 2 actions chacun. Fait que ouais, là, c'est vraiment une. Ok. L'action est aussi bonifiée, si t'as sélectionné l'action, etc. Ouais, mais je serais curieux de l'essayer, là. Comme toi, j'avais pas tant trippé sur Terraforming Mars, parce que moi aussi, j'avais joué avec des joueurs qui ont un peu la paralysie de l'analyse. Salut Martin, en passant.
Donc c'est ça, les parties étaient un peu trop longues à mon goût, mais tu sais, le concept de terraformer Mars pis tout ça, puis de construire son tableau de technologie, je trouve que c'est quand même cool. Donc je serais curieux d'essayer cette version épurée. Ouais, et puis moi j'attends les extensions juste pour voir ce qu'ils apportent. Je suis pas non plus une fan inconditionnelle des extensions, mais je sais que ce jeu j'ai tellement tripé dessus. Je l'ai pas énormément sorti cette année, je pense que je l'avais acheté dans sa version anglophone, donc j'ai joué pas mal fin d'année 2021. Et mais je sais que ça a été mon gros hit là de l'année sur des jeux comme ça là. Ça faisait longtemps que sur des jeux avec des durées de partie bon pour moi c'est quand même déjà assez long là, 90 minutes, que j'avais pas trippé autant sur des jeux comme ça. Ouais non, de cette durée-là puis d'en faire 2-3 de suite là, faut que ça soit bon là. Ouais, vraiment. Vince, un avis sur Terraforming Mars? Je suis encore gêné. Je sais que c'est un grand classique, Terraforming Mars, mais j'ai jamais joué. En fait, c'est vraiment drôle en plus parce que j'ai essayé de jouer une fois de temps en temps. Sam, lui, il était pas convaincu de vouloir rejouer tant que ça, fait que ça faisait que ça coupait un peu mon envie un peu aussi. Ce que je reviendrai jamais par contre, c'est que ma conjointe, qui n'est pas une joueuse aguerrie, a aimé Terraforming Mars. Fait que je me dis que si elle a aimé ça, il y a des chances que j'aime ça aussi, parce que généralement en plus c'est qu'elle préfère les jeux plus légers. Mais ouais, j'ai jamais joué à Terraforming Mars. Et donc là, on va regarder les statistiques de combien de personnes ont arrêté d'écouter le podcast à ce moment précis où on est trois à dire on ne tripe pas absolument sur Terraforming Mars. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des vainqueurs. Bon, on présente Ticket to Ride en intro, puis on joue pas à Terraforming Mars. C'est quel podcasteur on fait? Et ça va susciter des réactions très virulentes. Tu vas voir, ça va ouvrir le dialogue, ça sera parfait. Il y aura une team Terraforming Mars et une team contre Terraforming Mars. Enfin, ça va devenir n'importe quoi en commentaire. On espère. Alors la fin de mon top de mes jeux de 2022, je vais finir avec un jeu qui est affiché comme étant plus familial, mais et je vais expliquer la suite après. Je vous parle de Flamecraft. Qui est encore un autre que tu me voles. Hey, une chance que je m'en suis préparé plein là, parce que ça fait. Je me suis fait voler combien de jeux dans ma liste. Je suis rendu là dans les bas-fonds là presque. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que tu vas voter pour ma collection. Ah oui, il y a des chances. Mais, c'est bon. Mais en même temps contre Sam, c'est quoi le choix que j'avais là? Ben, tu pourrais voter pour toi? Ouais, non, ouais. Bon, Flamecraft. Moi, j'avais soutenu la campagne Kickstarter à l'époque. Je pense que Lucky Dog Games a pas embarqué tout de suite dans la campagne pour sa version française. Je me souviens plus trop. En tout cas, je m'étais dit je le veux absolument parce que moi, je suis une grande fan de bandes dessinées, de comics, etc. Donc moi, tout ce qui est beau visuel, belles illustrations, j'adore ça. Donc oui, il m'en faut pas trop pour pour me laisser tenter. Mais ce que j'aime aussi dans les Kickstarter maintenant, c'est que les règles sont disponibles, puis ça semblait pas non plus si niaiseux. Et en fait, au final, honnêtement, je sais qu'il y a énormément de gens qui disent le thème est mignon, ça va être un jeu familial facile, etc., etc. Mais j'ai pas trouvé. J'ai fait des parties à 2 et à 4 et 5. Et en fait, à chaque fois, c'est un bon exercice de gestion de main. Il y a une bonne montée en puissance. On arrive à faire des combos, etc. Donc en fait, on va avoir notre petite figurine de dragon et on va se balader en fait dans ce sera pas des magasins, des petites maisons, en fait, des fabricants, des boutiques. Oui, merci. Où on va venir placer des dragons de notre main, ça va nous débloquer certains pouvoirs. Il va falloir collecter des ressources pour pouvoir payer des choses, remplir des objectifs. On va avoir des objectifs secrets. Il y a vraiment toute une panoplie de choses à réfléchir.
Si on se va dans une boutique où il y a déjà un de nos adversaires, on doit lui donner une de nos ressources. Donc c'est vraiment un calcul à faire. Mais si on fait ça, potentiellement que les pouvoirs de la boutique des dragons sont intéressants. Donc il y a vraiment un bel exercice de gestion dans ce jeu-là. Je trouve qu'il y a une belle profondeur. Et au final, je me demande vraiment ce que ça donne avec des novices parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Alors j'imagine que quand on joue avec des personnes plus novices, quand nous on est initiés, faut peut-être un peu se retenir de pas aller trop violemment pour pas les dégoûter. Peut-être, hein. Je dis ça, mais en même temps, je suis sûre que, c'est pas des calculs à très long terme et très compliqués non plus à faire pour essayer de marquer des points, mais il y a des petites stratégies comme ça qui se débloquent au fur et à mesure de la partie. Donc, je pense oui, il peut être familial sur sa thématique. Je me pose vraiment la question de ce que ça donne avec des novices. Alors, je suis très curieuse si jamais, dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui peuvent répondre à cette question. Parce qu'au final, moi, je l'avais pris en me disant, parfait, ça va être un jeu super abordable pour tous. Oui, ça l'est. Mais moi, par exemple, qui a un esprit très calculateur, stratégique, je vais y réfléchir d'avance. Ça se peut que je prenne des points et que je prenne vraiment de l'avance sur les autres. Et que si on me rattrape, ce soit plus un coup de chance. Donc, c'est comme un peu déséquilibré. C'est vraiment la seule chose. Mais par contre, tout le reste, moi, j'ai trouvé que c'est une belle surprise. Je pense que c'est ma belle surprise de l'année. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, je le voyais passer. Tu sais, au début, l'esthétique, il sonne un peu enfantin, mais c'est ça. Quand tu vas voir un peu plus comment ça se passe, ça devient intéressant. Je pense que tu as raison de dire que quelqu'un qui est plus expérimenté, peut-être plus calculateur, avec un groupe de novices, ça peut être compliqué. Mais je pense que juste des novices entre eux autres, ça peut vraiment bien marcher parce que ça peut. Si tu te mets à vraiment optimiser tes moves, parce qu'il y a quand même plusieurs trucs qui peuvent interagir les uns avec les autres, tu sais, t'actives tel pouvoir, puis là tu peux aller chercher telle affaire, puis là tu prends tel dragon, tu le places, puis tu sais, il y a moyen quand même de faire des combos puis des tours assez intéressants, assez complexes, mais tu sais, si tout le monde est à peu près du même niveau, je pense que un groupe peut facilement, peu importe le groupe, pourrait facilement jouer, tant que tu as un niveau de joueurs assez équilibré. Ouais, sûrement. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense qu'un expert contre un novice, tu sais, ça pourrait se voir là que l'écart entre les points se creuse. Puis là, j'avoue que moi, dans mon expérience, j'ai déjà été novice aussi, puis c'est pas agréable de se sentir écrasé dans une partie. Puis en tant qu'expert, c'est pas agréable de pas aller au bout de sa stratégie non plus, parce que du coup, ça devient plus du tout satisfaisant pour qui que ce soit. Non, puis le jeu est vraiment adorable aussi. Moi, j'ai pas joué, mais je l'ai vu sur des tables là, dans des soirées publiques là. Puis le matériel est top qualité, là, les ressources, tout ça. Le board, je pense, c'est une espèce de tapis néoprène. Fait quoi, du beau matériel. Il me semble que le nom des cartes, il y en a beaucoup, c'est des jeux de mots puis des trucs comme ça. Donc, des petites jokes de papa. Là, moi, ça vient me chercher. Ouais, le tout est mignon. Moi, je sais que la première partie que j'ai faite, où on a tous découvert le jeu en même temps, on avait qu'une hâte, c'était de retourner les dragons, de regarder le nom, et puis c'était oh. On était tous en train de regarder toutes les cartes, mais c'était drôle. Mais c'est ça en fait, il est mignon, puis comparé au niveau de stratégie qu'il peut avoir, il y a un décalage, c'est très drôle, c'est vraiment drôle. Un peu comme Calico. Hein. Alors j'ai jamais joué à Calico, mais j'ai déjà entendu que oui, effectivement, niveau torture mentale, on peut trouver du bon stock. C'est ça, ouais. C'est comme super cute, t'as des chats, tu fais des courtes pointes qui viennent se coucher dessus, mais tu te brûles le cerveau à placer tes tuiles pour respecter toutes tes conditions pour faire des points. Là. C'est vraiment opposé là. C'est fou. Il est sur ma liste de jeux à essayer aussi, mais c'est un placement de tuiles, alors il est pas très haut. Non, j'attends que l'occasion se présente. Pour vrai. Mais ça peut aider sur un autre #TeamSam. Non, c'était-tu un #TeamSam ou un #TeamVin, ça? Non, c'était #TeamSam. Ouais. Parce que moi, j'avais pris Wingspan pour ce duel-là. Ah. Bah, tu vois, si on avait parlé de ça en début d'émission, j'aurais voté pour toi, vite. Il va falloir que tu reviennes dans un petit peu plus qu'un an. Un petit peu moins qu'un an pour qu'on retombe sur ce duel-là. Le rendez-vous est pris, je viendrai juste pour dire en introduction où est-ce que je me place. C'est bon. Fait que Vincent, ton dernier choix?
Hey, vous avez vraiment lapidé une bonne partie de mes choix. J'aurais dû commencer par ceux-là. En plus, je me disais, ceux-là, peut-être qu'ils passeront, je veux dire qu'ils vont passer inaperçus, là. Turing Machine, j'avais des craintes que Sam le prenne aussi, mais bon. Je suis vraiment indécis. Vous avez vraiment pris tout. Je pense que je vais y aller pour Verdant. C'est un jeu un peu plus, on tombe en légèreté, tu sais, j'ai vraiment comme un peu diminué, mais là on a quand même un puzzle un peu plus important. On parlait de Calico, là, puis on peut peut-être un peu voir des trucs similaires. Donc c'est la même compagnie, je pense. C'est Flatout Games. Ouais, c'est ça. Donc designé par Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn, Kevin Ross et Sean Stankiewicz. Dessiné par Beth Sobel, qui fait aussi d'autres beaux dessins. Donc c'est un jeu de 1 à 5, puis qui est un jeu de collection d'ensemble, puis de construction de tableaux. Chaque personne est veut arranger un peu les pièces de sa maison, de sorte à ce qu'elle soit le plus verdoyante possible. Fait on va mettre des plantes, on va mettre des accessoires, on va avoir des couleurs, puis il faut agencer notre tableau pour pouvoir maximiser la croissance de nos plantes. Donc c'est ça, c'est un petit casse-tête. Quand c'est notre tour, on va prendre un accessoire, puis on va prendre aussi une carte qui lui correspond, qui peut être une plante ou une pièce. Chaque pièce a une couleur, puis un emplacement pour mettre un accessoire. Les accessoires vont avoir des couleurs différentes. Des accessoires, il y en a que c'est des lampes, des animaux, des choses comme ça. Puis on a nos plantes qu'on va faire pousser. Puis il faut faire notre tableau de sorte que 2 plantes ne soient pas adjacentes, puis que 2 pièces ne soient pas adjacentes. Fait qu'on fait une espèce d'échiquier de plantes et de pièces. Puis là, c'est un peu de pouvoir faire des sets, justement. De dire, OK, on veut essayer d'avoir les bonnes couleurs pour faire pousser les bonnes plantes. On veut essayer d'avoir les bons accessoires avec les bonnes pièces pour pouvoir maximiser maximiser nos plantes encore une fois. On a aussi une gestion de l'éclairage. Il y a certaines plantes qui vont pousser avec certains types d'éclairage, fait qu'il faut pouvoir gérer ça. Fait que c'est un jeu où tout le monde joue pas mal sa partie chacun de son côté. Il y a pas beaucoup d'interaction, mais c'est surtout le puzzle derrière tout ça que je trouve qui est intéressant. Ça a l'air d'un beau jeu à jouer avec ta tante qui aime ça s'occuper de ses plantes. Oui, mais t'as un casse-tête. C'est là, c'est encore une fois, c'est pas l'esthétique. Oui, ça fait un peu designer d'intérieur là, mais c'est d'agencer toutes les facettes du casse-tête ensemble qui est le défi du jeu. C'est ça. C'est un jeu aussi qui est, à mon avis, assez accessible parce que c'est pas des règles extrêmement compliquées. Puis c'est un jeu qui c'est un thème qui peut aller chercher peut-être des gens qui sont moins gamers d'habitude ou ça peut être une façon de les embarquer. Puis c'est le fun quand les règles sont thématiques. Là, tu parlais de certaines plantes qui ont besoin de plus ou moins de soleil ou des choses comme ça. C'est des trucs qui font du sens pour monsieur, madame, tout le monde. T'sais. Exact. Ouais, c'est le genre de jeu beau et passe-partout là que tu places facilement en fait avec n'importe quel type de joueur, mais qu'en même temps il y a une petite dimension stratégique qu'on peut retrouver. Exact. Bon, fait qu'on arrive à moi pour le dernier choix de tout. Est-ce que c'est Guards of Atlantis 2? Eh ben, j'ai déjà beaucoup de gros jeux, c'est ça l'affaire. Puis je sais que moi je l'aime beaucoup, mais peut-être pas ça qui va aller chercher le plus de votes. Puis j'avais pas pris grand chose de sur ma liste, fait que j'ai encore beaucoup de choix, je sais pas. J'ai un co-op avec Frosthaven, un gros jeu solo avec Endless Winter, j'ai Libertalia qui va aller chercher jusqu'à 6 joueurs. Je suis pas sûr, je veux-tu un jeu plus party, mais en même temps dans une collection de 4 jeux, t'as-tu vraiment besoin d'un jeu de party? Non, je pense que je vais aller pour un petit jeu à 2 que tu peux rejouer encore et encore avec la même personne parce que c'est souvent ce qui m'arrive, soit que je joue souvent avec Vincent ou je joue souvent avec ma conjointe. Je vais y aller avec Air, Land and Sea version Spies, Lies and Supplies. Donc c'est un standalone / extension de Air, Land and Sea. Donc un petit jeu de cartes. On a des espions, des mensonges puis du ravitaillement. Donc, on a comme 3 couleurs de cartes. Il va y avoir 3 fronts sur lesquels on va se disputer avec notre adversaire.
Puis on garde la règle de Airland NC qui était comme sa twist qui le distingue, c'est que à n'importe quel moment dans la partie, tu peux décider que c'est sûr que je vais perdre, je vais me retirer, puis je vais perdre, mon adversaire va faire moins de points que si je me rends jusqu'à la toute fin pour la révélation puis le décompte des points. Fait qu'on peut jouer les cartes face cachée, face ouverte. Quand on les joue face ouverte, on applique leur pouvoir. Ça permet d'aller retourner les cartes, soit les nôtres ou celles de l'adversaire. C'est un petit deck de cartes, il y a 18 cartes, trois couleurs, puis après quelques parties, on vient qu'on finit par toutes les connaître. Fait que là, on sait, s'il met sa carte cachée là, c'est celle-là, puis tu sais, au début de la partie, on a le tiers du paquet dans les mains, l'adversaire a l'autre tiers, puis l'autre tiers est dans la pioche, fait que tu sais, il y a pas tant de possibilités sur qu'est-ce que l'autre peut avoir, mais il y a quand même juste assez d'inconnus pour qu'il y ait une bonne tension, puis que tout soit pas déterminé d'avance. Puis tu sais, j'aime l'aspect de comme d'évaluer est-ce que je suis en train de gagner, est-ce que je suis en train de perdre, est-ce que je veux essayer d'avoir l'air trop confiant pour forcer mon adversaire à se retirer, même si je sais pertinemment que si on se rend jusqu'à la fin, c'est probablement lui qui va gagner, mais faut pas que ça paraisse, tu sais. Le poker face. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai pas joué à cette version-là, mais j'avais beaucoup aimé la première version. Puis je sais que si t'as les deux, tu peux les mix and match, là, fait que prendre 2 paquets de un puis un paquet de l'autre, ou tout mélanger ça ensemble. Donc il y a moyen de rajouter beaucoup de variabilité, beaucoup de variété, puis donner une deuxième vie à un jeu qui existait déjà. Puis mais tu peux aussi le jouer tout seul, puis comme tu vas t'amuser avec celui-là aussi. Puis c'est ça, j'avais pas de jeu exclusivement pour 2 ou de filler, donc je pense que ça va être un bel ajout à ma collection. Je pense que c'est le même genre de jeu que celui qui a été édité par Lucky Duck en français, là, Bestiole en guerre, c'est ça, hein? C'est le même principe. Ouais, en fait le Bestiole en guerre, c'était juste un reteam, là. Ils ont changé les images sur les cartes, là, mais c'était les mêmes cartes que le premier Airland NC. Ok. Ouais, moi ce que j'aime dans celui-là, c'est aussi c'est super stratégique, mais en même temps tout est noté sur les cartes. T'as pas vraiment à venir regarder dans le livret de règles. Tout est noté noir sur blanc. Quand il y a marqué retourner une carte, c'est retourner une carte. C'est la tienne, celle de l'adversaire. T'as pas à te poser vraiment de questions. Et je trouve que c'est drôle parce que je sais que moi ça a alimenté beaucoup de commentaires comme ça parce que j'ai fait une vidéo dessus et où les gens disaient mais non, t'es sûr de pouvoir faire ça parce que c'est pas marqué que t'as le droit de le faire chez l'adversaire. Oui, justement, c'est pas marqué que tu dois le faire chez toi non plus. Donc, tu sais, il y a genre comme pas d'interprétation. Tu lis ce qui a marqué, tu fais ce qui a marqué. J'aime assez là. Je trouve ça assez facile. C'est plus sympa que les jeux où tu sais, t'as comme des effets de cartes que t'es obligé d'aller regarder si tu les connais pas. Ça devient moins fluide, etc. Là, puis ça rajoute un petit côté un peu chiant quand même sur le jeu. C'est les petites frustrations de je l'ai pas vu venir celle-là. Et non, c'est un bon jeu. Tu connais ça, Vincent, hein? Ouais, mais toi aussi tu le connais ça. Ouais, c'est un jeu, j'aime les interactions qui entre les cartes puis tout ça, puis des fois tu peux faire des combos intéressants parce que tu bouges tes cartes puis là ça devient que tu peux faire des affaires que t'es pas supposé faire en temps normal. Puis je trouve ça vraiment bien aussi, puis c'est ça, ça se joue vite à 2. Puis c'est ça, c'est un bon puzzle, je trouve. Ouais, et puis bon format poche aussi là qu'on peut facilement glisser dans un sac, dans une poche. Et qui prend pas trop de place non plus sur une table. C'est un bon jeu à emporter partout là. Ouais. Ça se joue bien au pub. Ouais. Good. Fait que je pense qu'on peut rapidement rappeler chacun notre collection de cartes, puis peut-être un petit mot sur pourquoi les gens devraient voter pour vous. Je peux commencer, tiens. Donc moi j'avais Frosthaven, Endless Winter, Libertalia et Spies, Lies and Supplies. Donc comme je disais, un beau mix de jeux plus lourds, un jeu plus léger. Je peux aller de 1 à 6. J'ai du co-op, j'ai du compétitif, j'ai du solo. C'est tous des jeux qui ont beaucoup de profondeur, je pense, donc tu vas pouvoir rejouer plusieurs fois. Je pense que c'est important quand tu as une collection de cartes. Là, tu sais, Frosthaven, tu vas pas le jouer juste une fois puis passer au suivant.
Endless Winter aussi, et avec toutes les extensions, il y a un paquet de stratégies, un paquet d'affaires que tu peux essayer. Libertalia, à chaque partie, c'est pas tout le temps les mêmes cartes qui sortent, donc beaucoup de diversité là. Puis Spice, Lies and Supply, c'est le genre de jeu que tu peux jouer encore et encore. Tu finis une partie, puis là tu veux tout de suite te reprendre parce que tu t'es fait avoir dernière minute, puis tu veux prendre ta revanche. Donc voilà, je pense que c'est une collection assez variée, assez complète. #Team Sam. Donc, de mon côté, j'avais Heat, Pedal to the Metal, Foundations of Rome, Beer and Bread et Verdant, faute d'avoir tous les jeux que Marion a nommés pendant sa liste. Donc, moi, c'est ça, j'ai essayé de viser la variabilité aussi beaucoup dans le nombre de joueurs. J'ai un jeu qui joue juste à 2, oui, mais qui offre un puzzle intéressant puis qui s'éternise pas. Le genre de truc, c'est le fun de jouer avec sa conjointe, avec Beer and Bread. Dans Heat, là, je vais chercher assez de versatilité. T'sais. Quand on va jouer avec ce jeu-là, on peut être un nombre de joueurs assez varié, autant solo que plein de monde. On a aussi beaucoup de modularité dans le jeu, avec le mode tournoi, le mode où est-ce qu'on améliore nos véhicules, puis toutes les pistes différentes qu'on peut essayer. Puis je trouve qu'il y a des mécaniques intéressantes, un peu de push your luck aussi. Je trouve que c'est un jeu qui était très complet. Foundations of Rome, lui, il venait chercher un peu plus la guéguerre de territoire. Là. J'ai pas mis de gros jeux de contrôle de territoire, même si c'est un peu mon dada, parce que je sais que c'est un peu... ça fait pas l'affaire dans tous les groupes. Je me disais que le Foundations of Rome, il est un peu plus smooth de ce côté-là, mais il y a quand même un peu de friction sur le plateau commun. Puis il paraît bien sur une table. Fait que je le trouvais intéressant. Verdant, celui-là, c'est ça, il est plus tranquille, plus soft, mais qui est plus... faut un peu plus que tu réfléchisses à ton plan. Là, il me faisait penser un peu à Calico dans son genre. Il est joli, plus tranquille, puis il peut, je pense, s'adapter à des joueurs moins intenses. Ok, moi, je vous rappelle ma sélection. Non, je n'ai rien volé à Vincent. C'est juste qu'il a mal choisi son ordre. Je tiens à repréciser ça tout de suite. Alors, il y avait Turing Machine, Sea Salt and Paper, Terraforming Mars, Expédition Ares et Flamecraft. Pareil, je trouve que dans chacun de ces jeux, il y a une rejouabilité qui est super intéressante. Dans l'ensemble, les jeux vont de 1 à 4 ou 5. Et pour des parties aussi qui ont des durées diverses. Donc ça fait une collection vraiment qui se prête à n'importe quel moment de sa journée où on a envie de jouer. Ça se place bien. Donc Turing Machine, de 1 à 4 à jouer en coop ou en affrontement, qui est un beau puzzle de logique de déduction où on va devoir chercher une combinaison donnée. On va avoir Sea Salt and Paper, c'est un petit jeu qui est facile à transporter partout et qui fait pas trop mal au portefeuille. Donc je trouve que ça c'est un petit jeu passe-partout qui est super intéressant et dont les sensations aussi sont différentes selon qu'on joue à 2, 3 ou 4 parce qu'on va pas aller vérifier les mêmes choses, regarder les mêmes choses. On a Terraforming Mars, Expédition Ares que je trouve moi personnellement plus intéressant que son grand frère dans le sens où j'ai trouvé les parties beaucoup plus fluides, plus intéressantes. On peut y jouer en solo aussi. Les parties sont pas trop longues finalement. Enfin, en tout cas, on voit pas le temps passer. Moi, c'est vraiment... je pense que c'est le genre de jeu le plus gros que j'ai dans ma collection de 4. Mais qui reste abordable, où on prend plaisir. Et les parties s'éternisent pas parce qu'il y a toujours une petite montée en puissance. Donc, on se rend vraiment pas compte du temps qui passe. Et le dernier, Flamecraft, c'est le fameux jeu mignon, mais qui est quand même stratégique, qui donne envie de jouer parce que le visuel est vraiment attrayant, mais qui a une belle profondeur qui est cachée. Donc c'est vraiment un jeu à essayer. Puis je tiens à vous rappeler également, si vous avez raté ça, que Vincent n'a jamais joué à Terraforming Mars et Samuel ne l'a jamais encouragé à le faire. Voilà. #Team Marion. Voilà. Je pense qu'il y a on peut rien ajouter à ça. Non. Ça va être à vous, nos auditeurs, de parler. Vous pouvez commenter sur notre page Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. On a un petit channel vote. Donc, allez voter en grand nombre. Laquelle est votre collection préférée? La mienne, celle de Vince, celle de Marion.
On va compiler tout ça, puis on veut vos suggestions pour que le gagnant puisse imposer une petite conséquence gentille à Vincent. Dans les faits, moi, si je pouvais pas voter pour moi, mon vote irait à Marion tout de suite, par contre. Là. Elle m'en a quand même, la moitié de sa collection faisait partie de la mienne, ou presque, fait que je pense que ça c'est un signe, tu sais. Ils disent quoi? C'est les grands esprits se rencontrent. Sam, Non, mais c'est ça, que là, vous êtes dilués, vous avez comme grappillé dans la moitié de votre collection chacun, donc... Je garde mon vote secret, vous le découvrirez dans les commentaires perdus ou pas. C'est bon, ça. Donc, merci Marion d'avoir accepté l'invitation, c'était vraiment plaisant de t'avoir à l'émission. Bah, merci à vous, j'ai passé un super moment, c'était vraiment très très cool de faire cet exercice avec vous. Et de voler des jeux à Vincent surtout. Toujours plaisant quand on peut backstabber Oui. Vincent dans un jeu. Ouais, j'ai comme l'impression, c'est peut-être un retour du balancier. Pour le nombre de fois que j'ai backstabé des gens dans des jeux, faut que ça me retourne quelques fois, là. C'est le karma, c'est le karma. C'est ça. Donc, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui nous écoutent toujours. Bienvenue à ceux qui sont venus pour écouter Marion. On espère que vous avez aimé ça puis que vous allez rester pour nos prochains épisodes. En terminant, je veux remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Eh bien, c'était Marion de la chaîne Je vous explique les règles et j'espère que vous avez passé un super bon moment avec nous. À bientôt. Oui, donc à la prochaine. J'étais Vince. Et je suis encore Sam. On vous dit à plus. Bye! Salut. Ce que vous direz à partir de maintenant pour être retenu contre vous. Ben, je vais prendre mon droit au silence dans ce cas-là, Sam. Donnez-moi une petite seconde, Si tu veux, je te dis les autres qui sont dans ma liste et... qu'est-ce que je dois dire? Il me faut des suggestions. Ah, juste un juste sign-off, c'est juste dire au revoir. Ok. Genre là. Ouais. Tout le monde m'attend. Pardon. Excuse-moi, Sam.